En quelques mois, l'Europe a inversé son discours stratégique. De l'aide proclamée, elle est passée à la sécurisation de minerais, d'énergie et de chaînes industrielles vitales. Que change ce tournant pour les conditions, avec Ibrahim Traoré pour les États, les entreprises et les règles? Un pouvoir discret glisse de camp. Cette analyse promet une chose claire: comprendre ce qui se joue réellement derrière le changement de ton européen, sans slogan ni raccourci. L'enjeu pour le lecteur est simple: savoir qui fixe désormais les conditions et pourquoi cela compte concrètement. Le récit source ne décrit pas un geste de générosité, mais une négociation née de contraintes croisées. Non, après la pandémie et le retour de la guerre en Europe, les chaînes d'approvisionnement se sont fragilisées, l'énergie a renchéri et certaines industries européennes ont ralenti. Dans ce contexte, l'Afrique apparaît moins comme un bénéficiaire que comme un partenaire devenu indispensable. Ce déplacement n'est pas seulement économique, et il est aussi politique et symbolique. Quand le vocabulaire passe de l'aide à l'investissement, les mots ressemblent redessinent les rapports de force avant même que les contrats ne soient signés. C'est là que des figures comme Ibrahim Traoré prennent sens, non comme des exceptions, mais comme des marqueurs d'une génération qui parle de souveraineté industrielle plutôt que d'assistance. L'objectif ici n'est pas de trancher à la place du public, mais d'éclairer les faits, les mécanismes et les zones grises. À partir de là, chacun peut juger si ce basculement annonce une relation plus équilibrée ou une dépendance simplement reformulée. À présent, un premier repère chiffré permet de situer la bascule. En marquant 2000. En Inde, 31% des exportations africaines se dirigent déjà vers l'Europe, tandis que le continent européen afficherait un déficit commercial supérieur à 23 milliards d'euros avec l'Afrique. Ces deux chiffres, mis côte à côte dans le récit source, renversent la perspective habituelle: l'Europe achète plus qu'elle ne vend, et cette version devient un levier narratif central. Ce mini révélateur éclaire la question suspendue depuis l'ouverture. Si l'Europe change de ton, ce n'est pas l'espace par altruisme, mais parce qu'elle a perdu le contrôle direct de matières premières devenues essentielles à sa transition verte. Métaux pour batteries, énergie solaire, infrastructures critiques, ces ressources structurent désormais sa survie industrielle. Le langage diplomatique évolue donc avant les structures comme un signal d'urgence. Pour comprendre ce basculement, le contexte est déterminant. Deux chocs successifs ont fissuré les certitudes européennes. D'abord, la pandémie qui a grippé les chaînes logistiques mondiales. Ensuite, le retour de la guerre en Europe, qui a provoqué une flambée des prix de l'énergie et rappelé la fragilité des approvisionnements. Quand le gaz cesse de couler de l'Est et certaines usines ralentissent. Et Bruxelles découvre que son avenir ne se décide plus seulement à Bruxelles ou à Berlin. C'est dans cette faille que s'inscrit la reconfiguration actuelle. L'Europe se tourne vers l'Afrique non par charité, mais par nécessité stratégique. Le récit insiste. Rails, réseaux électriques, câbles numériques et capacités industrielles ne sont plus décrits comme des dons, non, mais comme des co-entreprises. Chaque projet devient une pièce d'un dispositif plus large, où financement, la norme et gouvernance comptent autant que le béton. Dans cette trame apparaît Ibrahim Traoré, non comme un héros isolé, mais comme le symptôme d'une génération politique qui comprend que la négociation porte désormais sur les conditions avant les montants. Le message implicite est clair. Celui qui contrôle les règles de transformation contrôle une part de l'avenir. Ce mini révélateur ferme la première boucle de curiosité. La dépendance européenne n'est plus théorique, elle est chiffrée.
Et elle explique pourquoi le gouvernail change de main. Pour passer du diagnostic aux acteurs, le récit change ensuite d'échelle. Le récit source ne confie pas la transformation à une seule figure centrale. Les personnages guides sont multiples et souvent discrets. Ce sont des négociateurs techniques, des ministres sectoriels, des responsables d'agences industrielles et des entrepreneurs locaux qui traduisent une idée abstraite en clause concrète. Leur rôle n'est pas d'occuper la scène, mais de déplacer le centre de gravité des décisions. Deux microcas servent de repères immédiats. En Zambie et en Namibie, le texte décrit une tentative de rupture avec le cycle classique du minerai brut. L'enjeu n'est plus seulement d'extraire le cuivre ou le lithium, mais de raffiner et de transformer sur place afin de capter davantage de valeur. Les investisseurs peuvent être européens, mais la logique mise en avant est claire. La propriété doit rester africaine et l'architecture des projets vise à empêcher l'évasion de la valeur hors du territoire. Un second déplacement s'opère dans le secteur de la santé. Le Sénégal et le Rwanda apparaissent comme des terrains d'expérimentation pour une production pharmaceutique régionale. Après des années de dépendance aux importations, l'objectif devient la capacité locale. Fabriquer, certifier, distribuer et apprendre. Les capitaux européens sont présents, mais l'expertise et la gouvernance sont présentées comme des conditions non négociables. Ces exemples n'annoncent pas des victoires définitives. Ils montrent plutôt des impacts précoces, visibles, mais fragiles. Les mots changent plus vite que les structures et chaque avancée reste réversible. Pourtant, un signal commun se dégage. L'investissement n'est accepté que s'il laisse derrière lui des compétences, des emplois et un pouvoir de décision. Le sens devient alors évident, en peu de mots. La valeur compte plus que le volume. Pour comprendre comment on en est arrivé là, le récit déroule ensuite la séquence des événements. Avant le basculement, le scénario semblait écrit d'avance. L'Europe proposait son aide, finançait des projets et conservait l'essentiel du contrôle par les normes, les banques et l'arbitrage. Après les chocs successifs, ce script se fissure. Le déclencheur est brutal. Pandémie mondiale, chaîne d'approvisionnement bloquée, puis retour de la guerre sur le continent européen. L'énergie renchérit, le gaz venant de l'Est se raréfie et des usines ralentissent faute d'intrants. À ce moment précis, Bruxelles comprend d'achat que sa transition verte dépend de ressources qu'elle ne maîtrise plus. La montée commence lorsque cette dépendance devient visible dans le discours. Les envoyés européens ne parlent plus du daton, mais de contrats. Les déplacements se multiplient vers Accra, Lusaka, Kigali. Les mots changent avant les agriculteurs, c'est-à-dire structure, droit, les partenariats et les investissements, co-entreprises. Derrière ce vocabulaire, une mécanique se met en place. Sécuriser des minerais critiques et garantir l'accès à l'énergie, verrouiller à des chaînes de valeur industrielles. L'Afrique n'est plus présentée comme un espace à stabiliser, mais comme une charnière stratégique de la survie industrielle européenne. À ce stade, la tension s'intensifie. Les capitales africaines ne répondent plus par la gratitude, mais par la négociation. Les contrats sont scrutés ligne par ligne. Propriété des actifs, emploi local, transfert de rapidité, postes de technologie deviennent des préalables, non des bonus. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré apparaît dans le récit comme un marqueur d'époque. Il n'est pas isolé, mais symbolise une génération qui refuse l'ancien automatisme et exige que la souveraineté industrielle soit écrite noir sur blanc avant toute signature. Le point culminant survient lorsque l'Europe met 150 milliards d'euros sur la table pour l'Afrique d'ici 2027. Le montant frappe, mais sa signification est plus profonde. Le récit insiste, et il ne s'agit pas d'un geste de générosité, mais d'un signal de bascule. L'investissement devient une assurance. Les infrastructures financées, rails, réseaux électriques, câbles numériques, équipements industriels, sont autant de supports matériels d'une stratégie de sécurisation. Celui qui finance cherche à réduire son risque. Celui qui accueille cherche à capter la valeur.
Les réverbérations se propagent alors sur plusieurs niveaux. Sur le plan politique, le rapport de force se redessine. Certains responsables européens saluent publiquement la maturité africaine, tandis que des cercles de réflexion évoquent en privé une n'a pas de perte stratégique. Sur le plan économique, les industriels africains tentent de déplacer la valeur vers la transformation locale, pendant que les groupes européens cherchent à préserver la fluidité de leurs approvisionnements. Sur le plan symbolique, chaque raffinerie ou usine locale devient un contre-récit à des décennies d'extraction brute. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré revient comme un fil conducteur implicite. Il incarne moins un programme qu'une méthode, ne plus accepter l'investissement sans condition, ne plus confondre volume et valeur, ne plus déléguer la décision hors du terrain. Le récit montre que ce choix n'est pas sans risque. Les structures anciennes résistent et les nouvelles règles sont encore fragiles. La chaîne des événements se referme sur une certitude provisoire. L'équilibre a bougé. La question n'est plus de savoir si l'Europe a besoin de l'Afrique, mais jusqu'où l'Afrique pourra transformer ce besoin en pouvoir durable. Pour tester cette bascule, le récit revient ensuite aux chiffres racistes. Marias en les reliant aux règles. Au point de départ, la relation commerciale semblait stable. L'Europe était perçue comme le principal débouché, l'Afrique comme le fournisseur. Puis l'écart apparaît. En 2025, selon le récit source, 31% des exportations africaines sont déjà orientées vers l'Europe, tandis que cette dernière afficherait un déficit commercial supérieur à 23 milliards d'euros avec le continent. Ce glissement chiffré change la lecture. L'Europe dépend davantage des flux africains qu'elle ne les contrôle. Le premier chiffre sert de point de départ. 31% ne disent pas seulement où vont les marchandises. Il indique une concentration quand une part aussi significative des exportations converge vers un même espace. Chaque décision réglementaire, chaque norme technique, chaque friction logistique devient un levier potentiel. Le texte n'en fait pas une conclusion morale, mais un indice de pouvoir latent. Celui qui absorbe une telle part des flux est exposé, mais aussi vulnérable à toute reconfiguration des règles. Le second chiffre marque l'écart. Un déficit commercial européen de plus de 23 milliards d'euros avec l'Afrique signale une inversion psychologique. Pendant des décennies, l'Europe se percevait comme créancière nette. Ici, le récit met en scène l'effet inverse. Elle achète plus qu'elle ne vend. Certains économistes européens décrivent ce phénomène comme une correction naturelle. Oh, mais des voisins, ces africaines y voient, au contraire, une justice tardive. Le texte n'arbitre pas, il montre comment le même nombre nourrit deux narrations opposées. Un troisième ordre de grandeur complète le tableau. Ah. L'Union européenne a annoncé 150 milliards d'euros d'investissements destinés à l'Afrique d'ici 2027. Ce montant est présenté non comme un geste isolé, mais comme une réponse directe à une fragilité européenne révélée par les crises récentes, comme précisément quand l'énergie devient chère, quand les chaînes logistiques se brisent, l'investissement change de nature. Il n'est plus seulement un outil d'influence extérieure, il devient une assurance pour la transition verte européenne. Chaque chiffre est immédiatement encadré par une phrase explicative, comme le fait le récit source. Les 150 milliards financent des infrastructures, mais sécurisent surtout des chaînes industrielles. Les 31% indiquent un débouché majeur, mais aussi un point de pression possible. Les 23 milliards de déficit ne sont pas une anomalie comptable, mais un symbole de bascule dans le rapport psychologique. Le texte ajoute une couche structurelle. Les contrats sont souvent libellés en euros, les prêts garantis par des institutions européennes et les arbitrages situés loin du terrain. Ces éléments ne sont pas chiffrés, mais ils donnent du sens aux chiffres précédents.
Il montre comment la valeur peut se déplacer, même lorsque les flux augmentent. D'où la réaction africaine décrite dans le récit. Exiger des clauses de gouvernance partagée, des obligations d'emploi local et des transferts de technologie. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère narratif. Il incarne l'idée que les chiffres ne valent que s'ils sont traduits en règles. Le pouvoir ne réside pas dans le montant annoncé, mais dans la capacité à transformer ces volumes en décisions locales. La boucle de curiosité se referme ici. Les données confirment que la dépendance européenne n'est pas une impression, mais une réalité mesurable, et que la négociation actuelle est fondée sur cette bascule. Pour éviter une lecture à sens unique, le récit présente ensuite deux interprétations opposées. La première lecture, favorable, présente les reconfigurations actuelles comme une normalisation attendue. Dans cette perspective, l'Europe apporte des capitaux, des technologies, des réseaux bancaires et une expérience industrielle accumulée. L'Afrique, de son côté, apporte des ressources stratégiques, une main-d'œuvre jeune, des marchés en croissance et un potentiel énergétique majeur. Les exigences d'emplois locaux, de transfert de technologies et de transformation sur place ne seraient pas des obstacles, mais des garde-fous légitimes. Les exemples cités dans le récit, Ndalaï raffinerie en Zambie et en Namibie, production pharmaceutique régionale au Sénégal et au Rwanda, soutiennent cette thèse. Il suggère qu'une industrialisation balika, c'est à la source, peut corriger l'ancien schéma de l'extraction brute et produire une prospérité plus partagée. Dans ce cadre, parler de coentreprise et de partenariat de Belair serait le signe d'une maturité économique réciproque. La seconde lecture, tout aussi cohérente, met en garde contre une dépendance plus douce. Elle part d'un principe simple. Celui qui finance et construit l'infrastructure impose souvent les règles. Si les projets sont cofinancés par des banques européennes, assurés selon des standards européens et arbitrés loin du terrain, l'asymétrie peut réapparaître sous une forme technique. Le nouveau vocabulaire masquerait alors une continuité. L'influence ne passerait plus par l'aide ou la contrainte, mais par les normes, la monnaie et le droit contractuel. Dans cette grille de partenariat, devient un mot élégant pour une supervision durable. Le récit, source, ne tranche pas brutalement entre ces deux thèses. Il propose un contrepoids pragmatique. Les négociateurs africains connaissent l'histoire de la dette et de la dépendance et cherchent à verrouiller des mécanismes de protection. Le texte évoque des conseils de gouvernance partagés, des droits de vote égaux, des obligations de réinvestissement local et même des clauses de reprise de propriété à terme. Ces dispositifs ne garantissent pas l'égalité parfaite, mais ils signalent une différence décisive, la capacité à réécrire les règles avant qu'elles ne s'imposent. La réponse finale, c'est donc ainsi ça qui est donc conditionnelle. La coopération peut produire deux issues opposées selon la solidité des clauses et la discipline politique. Le cœur du débat ne porte pas sur l'investissement lui-même, mais sur l'architecture des règles qui l'encadrent. Et c'est là que le récit place sa révélation la plus simple. Tout se joue dans les clauses. Ce point médian du récit déplace l'attention. Jusqu'ici, le débat semblait opposer montant et intention. À partir de maintenant, il se concentre sur la mécanique invisible qui décide quand tout se complique. Le texte source ainsi l'investissement n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce sont les règles qui transforment un flux financier en levier d'autonomie ou en dépendance polie. Le changement de focale est net. La vraie bascule ne se produit pas lors des annonces publiques, mais au moment où sont écrites la gouvernance, la monnaie de référence et les lieux d'arbitrage. Qui tranche en cas de litige? Qui contrôle l'actif si la conjoncture tourne? Qui conserve le savoir-faire après la phase de construction? Ces détails techniques deviennent des enjeux politiques majeurs, car ils fixent la répartition réelle du pouvoir. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît dans la Time, non comme un dirigeant isolé, mais comme une balise générationnelle. Il symbolise une méthode plus qu'un discours. Exiger
que le respect soit inscrit dans le contrat avant d'être proclamé dans les discours. Le récit montre que cette approche ne relève pas de la posture, mais d'une lecture froide des précédents historiques. À partir de ce point, le lecteur comprend que la question centrale n'est plus combien investir, mais qui décide quand les intérêts divergent. Ce renversement prépare les conséquences concrètes à venir et ouvre la dernière grande boucle de curiosité. Pour mesurer l'effet réel, le récit décline ensuite les conséquences pour 4 groupes. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle, Naswil. La négociation ne se joue plus seulement au sommet politique, mais dans l'écriture minutieuse des contrats, gouvernance partagée, droit de vote, lieux d'arbitrage et clauses de sortie deviennent des instruments de souveraineté. Le récit source montre que certains gouvernements cherchent désormais à traiter chaque accord comme une constitution miniature. Si les règles sont claires avant la signature, le pouvoir reste sur le terrain. Si elles sont floues, l'infraise, cette recouture peut se transformer en contrainte durable. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur d'époque. Il incarne l'idée que le respect ne se demande plus, il se formalise. Pour les entreprises, le déplacement est économique. Les groupes européens veulent sécuriser des intrants essentiels aux batteries, au solaire et à l'électrification. Les industriels africains, eux, veulent se transformer sur place pour capter la marge. Le texte ainsi insiste sur une tension simple: celui qui transforme contrôle la valeur, celui qui exporte brut reste dépendant des volumes. C'est-à-dire les nouvelles exigences, emplois locaux, transfert de technologie, participation à la gouvernance, redessine donc les stratégies d'investissement. Certaines entreprises y voient une contrainte, d'autres y lisent une stabilité accrue, car un partenaire qui capte de la valeur locale est aussi un partenaire plus durable. Pour les populations, l'impact est plus concret et plus lent. Le récit ne promet pas des miracles immédiats. Il évoque plutôt des effets cumulés. Quand un projet impose l'embauche locale et la formation technique, il peut d'ores créer des trajectoires professionnelles plus stables. Quand une raffinerie ou une usine pharmaceutique fonctionne réellement, elle réduit la dépendance aux importations et amortit les chocs de prix. À l'inverse, si l'investissement reste clé en main, et c'est que les infrastructures elles existent, mais l'ascenseur social reste bloqué. Le texte rappelle que la dignité économique se mesure moins en discours qu'en emploi, en compétences et en services accessibles. Et ce, pour la région, enfin, l'enjeu devient stratégique. La capacité à négocier en bloc, notamment à travers des cadres continentaux comme l'AFCFTA, peut transformer une addition de marché en un levier collectif. Le récit te souligne comment c'est qu'un marché intégré de plus d'1 milliard de consommateurs change la donne face aux partenaires extérieurs. Il rend l'industrialisation plus rentable et réduit la dépendance à un seul acteur. Ce contexte, l'Afrique n'est plus une périphérie industrielle, mais une charnière qui conditionne la transition énergétique européenne. Ces 4 niveaux se répondent. Les règles écrites par les États influencent donc les stratégies des entreprises. Ces stratégies façonnent l'emploi et les prix pour les populations. Et l'ensemble redessine l'équilibre régional. La conséquence centrale est claire: la coopération n'est plus jugée à l'aune des annonces, mais à celle des effets mesurables. Ibrahim Traoré, dans ce tableau, n'était pas une conclusion mais un signal. Il rappelle que la souveraineté industrielle n'est crédible que si elle traverse tous ces niveaux du contrat à la vie quotidienne. Et pour se projeter dans le court terme, le récit propose enfin 3 trajectoires possibles. Le récit source ne propose pas des prédictions, mais 3 trajectoires conditionnelles, toutes dépendantes de la manière dont les règles seront écrites et c'est appliquées dans les prochains mois. Chaque scénario repose moins sur des annonces que sur la discipline contractuelle. Premier scénario, dit de base, une interdépendance organisée.
Les projets avancent, les délégations se multiplient et le vocabulaire du partenariat continue de dominer. Si les États africains parviennent à imposer une gouvernance partagée, des obligations d'emploi locales et des transferts de technologies vérifiables, alors l'investissement européen peut accélérer l'industrialisation à la source sans effacer la souveraineté. S'il y a, en revanche, les contrats restent majoritairement libellés, financés et arbitrés selon des cadres lointains, le résultat ressemble à une modernisation supervisée. 1. Des infrastructures visibles, mais un pouvoir de décision partiellement déplacé hors du terrain. Deuxième scénario, plus favorable, le verrouillage de la valeur ajoutée. Il suppose que les raffineries, les zones industrielles et les capacités pharmaceutiques régionales se consolident et s'ancrent rapidement. Si la transformation locale devient la norme plutôt que l'exception, alors les pays cités, comme Castest, peuvent en servir de modèle. Dans ce cas, l'Afrique négocie davantage comme un marché intégré, moins comme une juxtaposition d'États. L'Europe sécurise ses approvisionnements, mais l'Afrique capte des marges, des compétences et une montée en gamme industrielle. Cette trajectoire exige une coordination politique soutenue et une capacité à résister aux arrangements fragmentés. Troisième scénario, plus fragile, le retour d'une dépendance douce. Il apparaît si les financements se transforment en cycle de crédit rigide, si les audits et l'arbitrage deviennent des instruments de discipline et si la concurrence entre puissances extérieures pousse les États à négocier isolément. Dans cette configuration, le nouveau vocabulaire masque une asymétrie persistante et l'infrastructure devient un canal d'influence durable. Les tensions sociales et politiques peuvent alors s'intensifier car les promesses visibles ne produisent pas de gains tangibles. Dans les trois cas, une recommandation de méthode s'impose. Traiter chaque contrat comme une constitution miniature. Si l'on sait qui décide, qui contrôle et comment la valeur est distribuée, alors le mot S partenariat devient testable. C'est à ce niveau que des figures comme Ibrahim Traoré prennent sens, non par des déclarations, mais par l'exigence de cohérence entre discours et règles écrites. Et parce que ces choix finissent toujours par toucher la vie quotidienne, le récit ramène l'attention au public. À ce stade, le récit quitte les tables de négociation pour toucher des réalités plus proches. Pour un premier groupe, celui des personnes dépendantes d'un emploi industriel ou d'une économie locale, l'enjeu est tangible. Un investissement n'a de sens que s'il laisse des compétences, des salaires et des trajectoires. Lorsque des accords exigent l'embauche locale, la formation technique et la maintenance sur place, ils peuvent se transformer un chantier temporaire en filière durable. À l'inverse, si les projets restent des clés en main comme c'est des l'infrastructure existe mais l'ascenseur social reste bloqué. Pour un second groupe celui des entrepreneurs et des petites entreprises, l'impact passe par l'accès. Accès à l'énergie fiable, au réseau logistique, à la certification et au marché. Une route, une ligne électrique ou un câble numérique ouvrent des opportunités réelles seulement si les règles n'en verrouillent pas l'entrée. Le récit insiste sur un point souvent négligé. La monnaie de référence, les normes et l'arbitrage ne sont pas des détails techniques. Ils déterminent si une entreprise locale peut monter dans la chaîne de valeur ou si elle reste cantonnée à la sous-traitance. Pour un troisième groupe, celui des citoyens qui suivent l'actualité et votent, l'enjeu devient politique. Il s'agit de cohérence et de responsabilité. Le texte met en garde contre un risque interne. La division du pouvoir, la corruption et l'opacité peuvent dissoudre l'avantage obtenu à la table des négociations. Exiger des règles plus justes à l'extérieur n'a de sens que si l'exécution à l'intérieur est disciplinée et transparente. Deux gestes simples émergent pour le public. D'abord, demander systématiquement qui possède l'actif, qui arbitre les litiges et où la valeur est transformée. Ensuite,
comparera les promesses aux clauses publiées. Ce n'est pas du cynisme, mais une manière calme de juger si la coopération produit des effets réels. Pour transformer cette vigilance en méthode, le récit propose une feuille de route. Le récit source ne se contente pas de diagnostic. Il esquisse une méthode opérationnelle structurée en étapes pour transformer l'investissement en capacité durable. La première étape est politique et rapide. Dans les premières semaines, les gouvernements hôtes doivent établir une grille commune de négociation avant toute annonce publique. Cette grille fixe des points non négociables: gouvernance partagée, obligation d'emploi local, transfert de technologie et mécanisme de réinvestissement. Le critère de succès est simple et vérifiable. Chaque protocole d'accord publie clairement qui décide, qui contrôle et comment la valeur est répartie. La deuxième étape est industrielle. Entre le deuxième et le sixième mois, les ministères concernés et les partenaires privés définissent un calendrier de transformation locale par palier. Export brut, puis pré-traitement, puis raffinage ou fabrication de composants. L'indicateur n'est pas un discours, mais une étape atteinte. Une part croissante de la production doit quitter le pays sous forme transformée avec des audits publics des capacités installées. La troisième étape concerne la compétence. Dès le lancement des projets, des programmes de formation certifiés sont intégrés au contrat. Le récit insiste sur des métriques concrètes: nombre de techniciens formés, proportion de postes qualifiés occupés localement, transfert documenté de procédés industriels. Sans ces preuves, l'investissement reste incomplet. La quatrième étape verrouille la gouvernance des risques. Avant la mise en service, les parties définissent des règles d'arbitrage équilibrées, des droits de vote très clairs et, lorsque c'est prévu, des clauses de reprise de propriété à terme. La mesure est binaire: ces clauses existent ou non. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole méthodologique. Il incarne l'idée que le respect ne se proclame pas, il s'exécute. La feuille de route ne garantit pas l'égalité, mais elle transforme la coopération en processus mesurable et non en promesse abstraite. Pour conclure, le récit revient une dernière fois aux images qui donnent des chair aux règles. Le récit revient aux images concrètes introduites plus tôt. Une raffinerie qui cesse d'être un simple projet pour devenir un lieu de travail. Un atelier pharmaceutique qui n'attend plus les cargos pour produire. Un câble numérique qui relie sans capturer. Ces scènes, évoquées au fil des microcas, rappellent que la politique paraît abstraite jusqu'au moment où une clause devient un salaire, un transfert de savoir devient une carrière, et une règle d'arbitrage devient un futur accepté ou contesté. La Zambie et la Namibie, présentées comme terrain d'essai, symbolisent de cette bascule. Transformer au lieu d'expédier, apprendre au lieu de louer. Le Sénégal et le Rwanda, cités pour la santé, rappellent Neyman, que la souveraineté n'est pas une posture morale, mais une capacité patiemment construite. Derrière chaque décision technique, il y a une exigence collective: tenir l'unité, refuser les arrangements opaques, protéger la valeur créée. Dans cette trame, Ibrahim Traoré réapparaît comme un rappel plutôt qu'une conclusion. Il incarne une génération qui peut exiger le respect, mais qui doit aussi le prouver par la discipline des actes. Le texte, Eurafastet, ne promet pas une victoire éclatante. Il suggère une transformation lente, faite de répétitions, de contrats mieux écrits et de règles mieux appliquées. La phrase qui s'impose alors est simple et ferme: le pouvoir se lit d'abord dans les contrats, puis dans la vie. Et lorsque le récit se ferme, il laisse une question ouverte volontairement. Le récit se referme sur une scène calme, loin des déclarations spectaculaires, des tables de négociation, des signatures, des silences lourds et une évidence nouvelle. L'Europe tend la main parce qu'elle a besoin d'énergie, de minerais, de chaînes industrielles et de stabilité. L'Afrique accepte de discuter parce qu'elle cherche la technologie, la valeur ajoutée et une place équitable dans la décision. Entre les deux, il n'y a pas seulement un échange, mais un test de maturité.
Ce test ne se joue pas dans les discours, mais dans la durée. Il se lie dans la cohérence entre les promesses et les clauses, entre les annonces publiques et l'exécution réelle. Un partenariat n'est crédible que s'il résiste au temps, aux crises et aux retournements conjoncturels. Sinon, il reste une formule. À ce stade, le public n'est pas un spectateur passif. Son roche laissé voir c'est discret mais réel. Refuser la magie des mots. Demander les mécanismes. Au même à comparer les engagements aux effets observables. D'accord, mais c'est ainsi que la coopération cesse d'être une narration et devient un fait vérifiable. La question finale reste ouverte, volontairement. Quand l'Europe affirme qu'elle a plus jamais besoin de l'Afrique, assiste-t-on à l'aube d'une égalité durable ou au début d'une nouvelle course pour contrôler les règles